Hors série, les dossiers BFM Business. Patrimoine, comment réagir face à des marchés volatiles, présenté par Aude Kersulek. Bonjour à tous, bienvenue dans ce hors-série de BFM Business. Nous nous trouvons aujourd'hui dans un lieu mythique de la vie parisienne, le théâtre Chaillot, pour parler de vos finances, vos placements dans ce contexte si incertain, un contexte qui a beaucoup évolué ces derniers mois, l'inflation, la hausse de taux, le risque géopolitique. Que faut-il changer, arbitrer, quels investissements privilégier? On va s'atteler à faire le point sur chaque classe d'actifs avec nos experts de la gestion privée et notamment le directeur général de BNP Paribas Banque Privée. Bonjour Nicolas Autant. Bonjour Aude. C'est un plaisir de vous recevoir ici. Alors deux mots pour présenter l'activité de banque privée, donc de gestion de patrimoine pour les particuliers. Alors dit comme ça fait un peu haut de gamme. En fait, vous vous adressez à quel type de clientèle? Alors c'est vrai qu'une banque privée, c'est d'abord la relation entre un banquier privé et son client. Et avec une proposition d'offre globale, que ce soit en matière de conseil patrimonial, d'investissement financier ou de crédit. Et généralement, traditionnellement, on propose deux types d'offres, à la fois la gestion conseillée, où le client reste maître de ses décisions, ou la gestion déléguée. À ce moment-là, il nous confie une partie de ses actifs que nous gérons avec l'aide de nos gérants. Et donc notre enjeu finalement, c'est d'accompagner à la fois tout type de clients, depuis le start-upper, le jeune entrepreneur, jusqu'à nos cadres dirigeants ou nos dirigeants d'entreprise. Alors ce n'est pas l'agence du coin de la rue, finalement c'est à partir de quel seuil qu'on peut faire appel à vous? Alors à partir de 250 000 €, on peut déjà avoir une gestion privée qui soit plutôt de bonne tenue et après sans plafond bien évidemment. Et si vous vous adressez à toutes les générations, il faut quand même innover avec les jeunes, aller les chercher, parce que c'est des générations qui ne sont pas forcément concernées. Comment est-ce que vous faites ? Alors, moi, je dirais que la principale innovation, c'est principalement dans le conseil et l'accompagnement de nos clients. Typiquement, on propose chaque mois donc des propositions d'arbitrage pour pouvoir adapter en fait les placements de nos clients en fonction finalement des orientations stratégiques que l'on peut avoir. Et vous l'avez dit, les marchés sont très volatiles, donc c'est important de pouvoir être réactif. Et puis, deuxième innovation, c'est l'offre sous mandat où on a créé un nouveau produit qui s'appelle My Mandate, qui est une offre 100% digitale et qui permet à la fois de combiner l'expertise de nos gérants avec la personnalisation que souhaitent nos clients. La personnalisation, ça peut être à la fois géographique ou sectorielle. Et donc, c'est cette combinaison qui forme le mandat personnalisé de notre client. Donc vous voyez ces deux exemples assez différents en termes d'innovation. Oui, en fonction des moments de la vie aussi. Alors vous êtes aussi président de Ports en Part et Ports en Part c'est un peu le bras armé de BNP pour la bourse. Alors c'est vrai, Ports en Part c'est le spécialiste action, donc c'est pour nos clients qui sont actifs sur les marchés, qui souhaitent avoir des propositions en matière de proactivité sur des actions, sur des titres vifs. Ports en Part, c'est aussi le spécialiste des small et mid cap, donc des PME et des ETI. Et puis, par exemple, l'année dernière, Ports en Part a accompagné quasiment 50% des IPO, donc des introductions en bourse de PME et ETI françaises. Et puis, Ports en Part, c'est eux qui nous donnent quotidiennement l'orientation du marché. Donc, c'est eux les premiers sur les marchés qui vont donner les bonnes indications, les bonnes orientations. Et que vous remontez ensuite à vos clients, parce qu'en gestion privée, les conseillers, les banquiers, les gestionnaires, en fait, cette relation privilégiée avec le client, direct au moins sur les sujets de gestion. Évidemment, une des questions traditionnelles, ça doit être qu'est-ce qui va se passer sur les marchés, quelles sont vos prévisions. Et pour détailler cela, eh bien, vous êtes venu avec Isabelle Enos. Bonjour Isabelle. Bonjour. Vous êtes responsable de la stratégie marché et il y a aussi Florent Zaffaroni. Bonjour Florent. Bonjour. Vous êtes responsable de l'allocation et de la sélection de la gestion sous mandat. Donc là, c'est la gestion 100% pilotée. Alors, on va faire un point d'abord macroéconomique parce que, évidemment, un contexte qui a énormément changé et qui est en plus assez volatile avec la guerre en Ukraine, l'inflation aujourd'hui autour de 8-9% aux États-Unis, en Europe, la fin de l'argent gratuit aussi parce que les taux sont remontés. Alors, est-ce que vous considérez que l'on va rentrer en récession et qu'est-ce que ça change pour vous ?
Alors oui, effectivement, on est sur un ralentissement qui a été très marqué entre les hypothèses qu'on avait en début d'année 2022 et aujourd'hui. On voit qu'on a dû faire face à des chocs contraires, à des vents contraires et donc effectivement, les attentes qu'on avait, elles ont été revues. Alors la situation est très différente entre les États-Unis et l'Europe. Aux États-Unis, on est sur une croissance qui est très nettement ralentie. Vous l'avez évoqué, l'inflation est très forte, mais on a une forme de décalage. Et puis on a un marché du travail qui reste extrêmement solide. Donc on considère qu'aux États-Unis, on devrait avoir une croissance ralentie, mais on ne parle pas en tous les cas, on n'anticipe pas de récession. C'est un peu différent en Europe parce qu'effectivement, l'inflation, elle est décalée, mais elle est très présente. On a eu des chiffres, le chiffre de 10% il y a encore quelques jours. Donc on voit vraiment qu'elle est présente et surtout expliquée par la crise énergétique. Et malheureusement, on n'a pas de visibilité par rapport à ça, même si on anticipe que l'inflation va diminuer au cours des prochains mois. Aujourd'hui, on considère qu'on est dans une forme de récession technique sur cette fin d'année 2022. Donc effectivement, on est sur un impact un peu plus fort sur la partie européenne. Et alors, quelle est la politique monétaire que vous anticipez? Parce que forcément, ça a un impact sur la hausse de taux et forcément sur les particuliers. Alors là aussi, c'est différent. On a un rythme différent de resserrement entre les États-Unis et l'Europe. Aux États-Unis, on a un resserrement qui devrait s'arrêter sur la fin d'année 2022. On considère qu'effectivement, on s'approche du pic d'inflation, donc ça devrait laisser plus de marge de manœuvre à la Réserve fédérale pour finalement finir son cycle de resserrement, mais on devrait avoir une année 2023 où on devrait stabiliser ces taux et ça, ce serait déjà une bonne nouvelle en soi. En Europe, c'est un peu différent. Le resserrement a été un peu plus tardif et ce pic d'inflation, on devrait l'avoir un peu plus tard dans l'année, vraisemblablement fin d'année 2022, début d'année 2023. Donc on va encore avoir des hausses de taux d'intérêt. Donc là, la politique va continuer à se resserrer et ça, effectivement, c'est ce qui pèse sur la croissance et effectivement qui fait qu'on rentre en récession. Et si l'on parle des marchés boursiers, les grands indices européens, américains, quelle est votre prévision d'ici la fin de l'année et pour le début d'année prochaine? Alors, on n'a pas de prévision très précise sur les indices, mais effectivement, on a une correction qui a été quand même assez importante. À savoir si toute la correction est aujourd'hui prise dans les marchés, on peut encore avoir des chocs intermédiaires, mais on estime qu'on a quand même une partie de la correction qui a été intégrée et donc ça devrait nous permettre de pouvoir entamer un rebond, en tous les cas, si ce n'est pas sur la fin d'année 2023, au cours de la fin d'année 2022, au cours de l'année 2023. Et il y a aussi tout ce qu'il y a à prendre en compte au niveau microéconomique parce que cette inflation, ça va rogner les marges des entreprises. Il va forcément y avoir des mauvaises nouvelles. Donc là aussi, est-ce que tout a été anticipé? Comment vous allez réagir au fur et à mesure des divulgations de résultats notamment? Là, on va entamer une période de publication du troisième trimestre, donc effectivement, ça va être important dans les prochaines semaines. Ça va nous permettre de bien monitorer en fait l'impact réel et forcément, il ne sera pas le même d'un secteur à l'autre. On l'a déjà vu depuis le début de l'année. On voit que tous les secteurs, notamment les secteurs énergétiques, ont réussi à tirer leur épingle du jeu. C'est un peu moins le cas. Donc, ça va être vraiment du cas par cas. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a des secteurs qui encaissent un petit peu mieux effectivement ces contraintes et notamment tous les secteurs qui ont une capacité à répercuter les coûts. Donc ça, c'est vraiment important. Certains secteurs et après plus particulièrement certaines sociétés qui ont soit des marques très importantes, soit très solides. Et donc là, forcément, on voit qu'il y a un régime qui est un peu différent. Donc on va avoir un impact qui va se matérialiser plutôt maintenant sur les entreprises. L'Europe a été plutôt protégée de ce côté-là depuis le début de l'année. On aura un impact maintenant, mais effectivement, une grande partie est sans doute déjà prise dans les cours. Et si l'on doit donner des recommandations de secteurs, quels sont les favoris que vous avez toujours en tête? Vous parlez de possibilité de répercuter les hausses des prix, de pricing power. Est-ce que le luxe fait toujours partie de vos favoris? Alors aujourd'hui, le luxe, ça fait partie des valeurs qu'on va avoir en portefeuille parce qu'effectivement, c'est l'emblème des sociétés qui ont cette capacité de répercuter. Maintenant, ce sont aussi des sociétés qui sont ce qu'on considère être des sociétés de croissance. Donc l'impact est un peu plus important sur la valorisation liée à la hausse des taux d'intérêt. Donc on est vigilant, on en a en portefeuille, mais ce n'est pas forcément le secteur qu'on va mettre en leader dans les portefeuilles. On va rester avec cet environnement qui reste encore, on n'a pas un environnement totalement éclairci, on va rester de toute façon vigilant sur le court terme. On va plutôt continuer à engranger dans les portefeuilles les secteurs de l'énergie, où là, effectivement, au regard des résultats, on est sur des valorisations qui restent attractives. Tout ce qui va concerner l'infrastructure, parce que là aussi, on a des indexations sur les prix.
sur l'inflation. Et puis on va avoir aussi tous les secteurs à dividendes, tous ces segments-là qui vont nous permettre d'être dans le marché, mais de résister à des vents qui peuvent être encore un petit peu contraires sur les prochaines semaines. Et en termes d'allocation générale de portefeuille, est-ce que dans ces marchés qui peuvent être vraiment volatiles, est-ce qu'on sous-pondère les actions ou est-ce que vous le conseillez à un type de profil de client et pas à d'autres ? Aujourd'hui, alors de toute façon, on fait toujours attention au profil du client, mais aujourd'hui, on va être dans une situation qui va être plutôt ce qu'on appelle neutre. Donc, on va être présent sur les marchés actions, mais on ne va pas les surpondérer. On part toujours dans l'idée que de toute façon, sur la durée, quand on est investisseur, il faut être présent sur le marché actions. On a des périodes qui sont un peu plus compliquées. Et dans ces cas-là, on va choisir les actions qui vont permettre de protéger, mais on n'est pas capable de se dire à l'instant T, le redémarrage va avoir lieu. Donc, il faut être présent en continu et c'est ça qui permet d'avoir un portefeuille qui se valorise sur la durée. Et beaucoup de questions sur la tenue de l'euro face au dollar. Est-ce que vous avez aussi choisi, vous changez votre positionnement? Est-ce que vous privilégiez maintenant le dollar? Alors effectivement, le dollar a beaucoup progressé. Aujourd'hui, avec l'idée de se dire que d'ici quelques mois, on aura une politique monétaire qui sera sans doute pas moins restrictive, mais en tous les cas, des hausses de taux qui vont s'arrêter aux États-Unis. Ce sera un levier qui sera moins important en faveur de la hausse du dollar. Donc voilà, on estime que dans les prochains mois, notamment en Europe, on devrait avoir un euro qui devrait se renforcer. Donc aujourd'hui, on estime plutôt que l'euro petit à petit va se renforcer. Et d'ailleurs, je crois que c'est ce qui a été mis en place dans les portefeuilles, Florent. Oui, tout à fait. Sur la partie euro-dollar, on a une conviction dans l'équipe, c'est qu'effectivement le dollar a progressé contre toute devise, y compris contre euro. On en a profité puisqu'on a investi sur des actifs libellés en dollars, mais qu'aujourd'hui, on pense que l'histoire est proche d'être terminée et on ne veut pas subir le mouvement inverse. Donc on a protégé un tiers des portefeuilles sur cette baisse éventuelle du dollar qui interviendra, si ce n'est en 2022, peut-être en 2023. Donc ça, c'est des produits de couverture que vous avez mis en place sur les portefeuilles. C'est des parts hedgées de fonds, tout simplement. Donc on va parler aussi des obligations, une autre grande classe d'actifs qui est traditionnellement plus sûre, mais qui là a vraiment subi le coup de cette hausse de taux parce que les obligations varient contrairement en fait aux taux, c'est-à-dire que leur valeur baisse bien quand les taux augmentent parce que forcément les obligations déjà émises se vendent moins bien. Alors comment est-ce que vous arbitrez tout ça? Comment est-ce que vous l'expliquez aussi à vos clients? C'est vrai que 2022, à ce titre, est une année exceptionnelle. Sur les actions, on a une baisse de l'ordre de 25 à 30%. Sur les obligations, de 15 à 20%. Ça, c'est assez exceptionnel. Et donc, jamais vu. Du jamais vu. La volatilité sur les actions, c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on maîtrise entre guillemets. La volatilité sur les obligations, ça fait 3 décennies qu'on n'a pas vu ça. Je vous donne un chiffre. On a effacé en 8-9 mois 8 années de performance obligataire. Donc c'est majeur, c'est colossal. La bonne nouvelle à tout cela, c'est que ce qu'on a perdu hier, on peut le regagner demain. Idem, en allant sélectionner des obligations, soit privées, soit souveraines. Aujourd'hui, le rendement est reconstitué et on a un marché qui s'est quasi normalisé. Mais est-ce que ça veut dire, pour aller chercher du rendement, qu'il faut qu'on aille sur des obligations, sur des États plus risqués, sur des entreprises aussi qui présentent des profils un peu plus Alors, on a le choix risqués entre les souverains et à ce titre, on ne s'interdit pas de traverser l'Atlantique pour aller acheter de la dette US, par exemple, qui rémunère très bien sur des maturités très courtes. Et puis sur notre zone euro, on a également un rendement qui s'est reconstitué. Je pense aux pays périphériques, je pense à l'Italie, qui malgré une actualité politique qui n'est pas pro-marché, nous délivre du 4,2% sur le 10 ans. Voilà, c'est quelque chose tout à fait qu'on pense mettre en portefeuille dans les prochains mois. Et alors, dans la gestion sous mandat, vous utilisez beaucoup des fonds. C'est quoi l'avantage de passer par des fonds, que ce soit pour les obligations d'ailleurs ou pour d'autres classes d'actifs? Alors, ça nous permet déjà de déléguer la gestion à des experts. On ne peut pas être expert dans toutes les classes d'actifs. Donc, on est sur des fonds internes, mais également des fonds externes, de la concurrence. Ça, c'est le premier point. 2, c'est de la diversification. Parce que par définition, quand vous investissez dans un fonds, vous investissez sur plusieurs lignes. Et donc, quand vous avez plusieurs fonds, quelque part, vous avez une dispersion du risque. Donc ça, c'est un avantage majeur. Et après, c'est de la construction de portefeuille. Donc, on raisonne en classe d'actifs avec des fonds sous-jacents les plus performants. Ça, c'est notre choix de sélection derrière. Et dans le contexte actuel, en termes de hausse des taux, dans l'enveloppe assurance vie, qu'est-ce que ça change? Est-ce que le fonds euro retrouve toute sa splendeur?
Alors je pense qu'il faut être vigilant par rapport à ça. Effectivement, ça va avoir un avantage, c'est que vraisemblablement, on devra avoir une rémunération qui va s'améliorer sur l'année 2022. Mais attention, ça ne va pas s'améliorer par le fait que les avoirs au sein du fonds en euros ont bénéficié d'ores et déjà de la hausse des taux d'intérêt. Ce n'est pas le cas. On sait que l'impact de la hausse des taux d'intérêt sur le rendement moyen du fonds d'euros, ça mettra des années. Le fonds en euros a permis de protéger contre la baisse des taux d'intérêt, mais le rendement moyen, il mettra du temps à reprendre. Mais par contre, globalement, les compagnies d'assurance qui ont mis ces dernières années des réserves qui ont constitué des réserves, tout simplement pour se protéger d'un horizon sur lequel elles n'avaient pas de visibilité, aujourd'hui, avec la hausse des taux d'intérêt, elles retrouvent de la visibilité. Donc elles peuvent utiliser ces réserves-là pour améliorer ce rendement tout en ayant une gestion prudente. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Alors, on ne sait pas quel taux, mais on se dit qu'effectivement, on aura cette projection-là. Ouais, donc rester sur ce produit unique quand même à capital garanti, puis toujours de la diversification peut-être. C'est quoi le petit plus que vous aimez rajouter dans les portefeuilles pour un peu booster le rendement? Est-ce que vous allez sur les cryptos, sur les hedge funds, un truc un peu plus risqué? Alors, les crypto-monnaies, sincèrement, non, pour plein de raisons. Par contre, dans nos poches de diversification, on a accès à beaucoup de choses. Les fonds alternatifs, les fonds à performance absolue, l'immobilier fait partie de la diversification, les commodities, donc les fonds de matières premières, et plus récemment, le private equity et la dette infrastructure également, à travers des fonds diversifiés qui eux-mêmes achètent ces actifs-là. On va justement faire un point sur l'immobilier, le placement préféré des Français. Est-ce qu'en cette période, en banque privée, vous qui accompagnez aussi les clients sur des crédits immobiliers, vous avez quand même constaté que cette flambée des taux, ça avait réduit la demande de crédit immobilier? Alors sur les crédits immobiliers, non, je pense que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les taux d'intérêt augmentent, mais quand on regarde sur un horizon, on reste quand même sur des taux d'intérêt, même les taux d'intérêt à 10 ans en France, qui restent raisonnables. Ce n'est pas le cas partout, hein. On a des situations, notamment aux États-Unis, où effectivement les taux sur l'immobilier sont arrivés sur des niveaux extrêmement élevés, et donc forcément, là, ça va contraindre la demande. En France, ce n'est pas le cas, donc on continue à avoir un flux de demande qui reste régulier comme ça l'a été, et de la même façon, en termes de placement, ça reste aussi une pierre qui reste, alors c'est le cas de le dire, une pierre qui reste importante dans un patrimoine. Elle apporte une volatilité qui est moindre, en ayant toujours un rendement dont les loyers vont être indexés sur l'inflation. Donc ça contribue toujours à apporter un élément assez intéressant. Il y a moins de risques qu'ailleurs, que sur les autres classes d'actifs? Ça reste un investissement privilégié? Effectivement, après, ce qui est important, c'est d'aller regarder ce qu'il y a derrière cet immobilier. C'est toujours pareil. Sur quel type d'immobilier on est, quels sont les emplacements, qui sont les locataires. Ça reste de toute façon toujours une question de sélectivité. Quand vous êtes prenons le cas d'un SCPI qui est sur un emplacement de qualité avec des locataires qui ont des très bonnes signatures, ça apporte une sécurité sur le placement qui a vraiment toute sa valeur aujourd'hui. Et est-ce qu'il faut privilégier la pierre papier à la pierre physique aujourd'hui? Les deux peuvent être intéressants dans un portefeuille, tout dépend aussi de l'horizon du temps. Et ça, on est capable d'accompagner nos clients sur les deux horizons, à la fois sur la pierre papier, mais également sur l'investissement physique. On a des équipes au sein de BNP Paribas Banque Privée qui peuvent permettre à nos clients de rentrer dans certains programmes qui peuvent les intéresser. Donc on a la possibilité de jouer sur ces deux sujets. Alors, vous l'aviez dit aussi tout à l'heure en préambule, Nicolas, l'objectif de la gestion privée, c'est de s'adresser à toutes les demandes. Il y a quand même une demande de plus en plus récurrente, je pense, dans la gestion sous mandat. C'est l'investissement dans le non-coté, dans le private equity, le fameux. Alors, quelles sont les demandes en termes de private equity et les attentes des clients? Alors, c'est vrai que le private equity, c'est historiquement une classe d'actifs qui est davantage pour les investisseurs institutionnels et qu'on met à disposition de nos clients. Dès lors qu'il en a la connaissance et qu'il accepte d'investir sur une longue période. Alors certes, c'est un actif qui est plus risqué, mais qui est moins volatile et qui offre une perspective de rendement plus importante. Ça permet également à nos clients d'investir dans l'économie réelle, et ça, je pense que c'est un atout très fort en ce moment. Et puis, on peut offrir, des placements à partir de 3 000 € jusqu'à des placements plus importants. Donc vraiment, c'est un bon moyen de diversifier son patrimoine et on le conseille généralement autour de 10% maximum de son portefeuille global. Donc ça reste encore
voilà, très sélectif. Mais c'est quand même beaucoup plus illiquide que Exactement. le côté. Il faut quand même avoir en tête qu'effectivement, c'est immobilisé pendant 5-7 ans même. Exactement, 5-7 ans, parfois 10 ans. Donc il faut accepter qu'il n'y ait effectivement pas de liquidité et puis que ce soit un investissement sur le long terme. Et c'est là où on va aller chercher un peu plus de rendement. Et justement, ce rendement, est-ce que si on le compare à d'autres classes d'actifs, ça donne quoi? Alors historiquement, les rendements sont globalement très bons. Alors c'est Isabelle qui répondra le mieux, je pense. Mais globalement sur la période, c'est vrai que les rendements sont très intéressants. Oui, on peut, dans le meilleur des cas, avoir des rendements à 2 chiffres en rendement annualisé. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On accompagne vraiment un projet d'entreprise. Donc on l'accompagne, c'est l'avantage d'être sur une durée longue, c'est qu'on va pouvoir l'accompagner du début jusqu'à son issue. Donc forcément, c'est créateur de valeur sur la durée. Et comment on sélectionne justement l'entreprise? Alors, nous, on va travailler avec des sociétés qui sont spécialisées dans le private equity parce que c'est un métier à part entière. Donc, on va chercher vraiment des spécialistes. Alors, il existe beaucoup de structures qui font du private equity en France. On travaille avec un nombre très restreint. On va aller vraiment chercher des spécialistes et notamment des spécialistes qui ont été confrontés à toutes les phases de marché, donc des gens qui le font depuis très longtemps. On est très scrupuleux là-dessus parce que comme on l'a dit, c'est un produit qui est de très très long terme. Donc, il faut avoir vraiment cette capacité à pouvoir aller sélectionner et sortir dans les meilleures conditions les participations qui auront été prises. Donc on travaille avec des grands noms de la place. Je peux en citer quelques-uns. Ça peut être le cas de BlackRock, d'Ardian, d'Apax. Vraiment des gens qui ont cette vraie connaissance et qui ont montré leur capacité à générer de la valeur ajoutée sur les 20 ou 30 dernières années. Voilà. Et le but, c'est de donner du sens à l'épargne. On va justement parler aussi de ça, la finance à impact. Bon, encore faut-il rappeler qu'en bourse, on finance aussi l'économie dans le private equity, donc aussi. Mais aussi, on peut aussi tout bonnement choisir des causes solidaires qui nous tiennent à cœur. Alors, est-ce que la finance peut être durable? Est-ce qu'elle doit l'être? Absolument. Moi, je peut citer typiquement qu'on en parlait, l'immobilier c'est le placement préféré des Français. Pour nous, l'engagement c'est important et donc on a construit un produit d'immobilier à impact en nous associant à la Fondation de l'Abbé Pierre, donc à Solifap, et qui permet donc sur une partie de l'investissement, donc 10%, de réserver et de flécher vers les logements responsables pour les personnes les plus mal logées. Donc voilà comment on peut à la fois investir et investir aussi une partie dans une cause qui nous est importante. Oui, c'est un exemple et on va d'ailleurs regarder en image une petite vidéo sur cette société immobilière donc liée à la Fondation Abbé Pierre. Solifap a acheté le foncier, c'est-à-dire les bâtiments et le terrain, et nous a confié à nous, Monde en Marche, à travers un bail à réhabilitation, la rénovation du site de façon à pouvoir accueillir des familles dans les logements sociaux. Bienvenue dans ma demeure. J'habite ici depuis 4 mois et ma vie elle a beaucoup changé depuis que je suis ici. J'ai tellement eu des passages un peu durs. Je suis très bien ici. Je vais peut-être rester jusqu'à ma retraite. C'est une priorité pour vous, l'investissement responsable. Il faut aussi démontrer que c'est du sérieux, que ce n'est pas que du greenwashing. Alors comment est-ce que vous justifiez ça auprès de vos clients? Alors c'est vrai. Du coup, pour répondre à cette question, on a développé une méthodologie interne qui permet en fait de classer l'ensemble des actifs financiers sur une échelle de 0 à 10 trèfles, 10 trèfles étant l'indicateur de durabilité le plus fort. Et c'est une méthode qui est prouvée, qui a plusieurs années, qui a été validée par un cabinet extérieur indépendant et qui nous permet de manière transparente d'expliquer à nos clients finalement sur quels actifs investir sur des critères de durabilité. Donc c'est comme ça qu'on explique à nos clients de manière très transparente l'indicateur de durabilité sur lequel on peut investir. En espérant qu'il y ait des normes un peu plus générales, plus globales pour l'ensemble de l'industrie. Absolument, c'est vrai que et du coup la réglementation a évolué et donc ça nous permettra aussi à chaque fois d'interroger nos clients sur leurs choix, quelles sont leurs préférences en matière de durabilité, quels sont les secteurs qu'ils veulent privilégier, la santé, l'environnement ou d'autres secteurs, et on en tiendra compte dans nos choix d'investissement pour chacun de nos clients. Oui, parce que forcément, il y a les préférences, mais il y a aussi, in fine, le rendement. Et justement, ça donne quoi en termes d'investissement responsable, Florent? Alors, tout dépend de la période d'observation. Si on prend le classique 1, 3, 5 ans, sur 3 et 5 ans, prime à l'ISR, qui surperforme les indices classiques.
Depuis le début de l'année, c'est l'inverse. Donc on est en retard de 3-4% si on est ISR, mais cela s'explique très facilement par certains secteurs qui ont surperformé et qui sont exclus de ce domaine-là. Typiquement l'énergie, le pétrole. Et oui, les thèmes responsables sont nombreux, la planète, l'humain, les deux à la fois. Alors, il fut un temps, on s'adressait beaucoup à l'environnement. Maintenant, c'est plus globalement l'ESG. Vous réussissez à trouver des thèmes pour aussi le S et le G. Exactement. Donc c'est vrai, donc typiquement, on a lancé nos mandats ISR en 2019. Ils totalisent plus de 7 milliards d'euros d'actifs. Et en fait, maintenant, c'est vrai qu'on a à la fois l'ensemble de l'offre ISR et sur les 3 lettres, donc environnement, social et sur la gouvernance. Et on arrive à faire des choix sur ces 3 critères-là de manière tout à fait cohérente pour proposer en fait un mandat qui soit le plus équilibré pour nos clients. Et qui convienne à chacun. Exactement. Bien, merci beaucoup. C'est la fin de ce hors-série consacré à vos finances personnelles. Nous étions donc avec Nicolas Hauton, directeur général de BNP Paribas Banque Privée, Isabelle Enos, responsable stratégie de marché, et Florent Zaffaroni, responsable de l'allocation et de la sélection de la gestion sous mandat. Merci de nous avoir suivis. Restez sur BFM Business. À bientôt. Hors-série, les dossiers BFM Business.